Bonjour, cher Philippe, cher Président, merci beaucoup. Merci pour cette séance consacrée à l'orthopédie. Je viens de commencer par celui qui a créé à la fois notre société et qui a créé la revue d'orthopédie, c'est-à-dire Édouard Kermisson. Alors, pour les Nantais, Édouard Kermisson est né à Nantes le 18 juillet 1848 d'une mère nantaise et un père d'origine polonaise qui avait une entreprise de transport. Vous avez une petite vue de Nantes à droite. Et surtout, il est né au moment de la chute de la monarchie de Juillet avec les émeutes, notamment de juin 1948. En bas à gauche, vous avez l'assassinat du général Bréat qui avait repoussé les insurgés. À droite, ce tableau d'Horace Fernier sur les barricades qui montre ces émeutes de juin 1948. Et lorsqu'on relit Tocqueville, ce que j'ai fait récemment, on est quand même frappé de voir que ce qui se passe aujourd'hui, Tocqueville avait déjà prévu, avec quelques prémices, la révolution de 48, et c'est vrai que cette révolution de 48, elle a commencé sur des problèmes sur la valeur du travail et sur la fermeture des ateliers nationaux qui renvoyaient au chômage beaucoup d'ouvriers qui étaient plus ou moins dans la misère et qui a conduit à cette révolution de 48. Alors, il faut savoir qu'avant juin, il y a eu la révolution de février 48. Ils sont quand même allés beaucoup plus loin qu'aujourd'hui puisque Louis-Philippe a dû démissionner et ça a été le début de la Deuxième République. Donc c'est la naissance de Kermisson, simplement un petit aparté sur aujourd'hui. Alors Kermisson a fait ses études de médecine à Nantes. Il a commencé à Nantes, qui était une école de médecine qui était très connue, puis qui avait été fermée, et puis qui a été réouverte et recréée par Napoléon Ier en 1808. En 1808, il a été externe assez rapidement, en fin de première année, puis interne des hôpitaux de Nantes. Et puis la guerre de 70 a éclaté, et Kermisson est parti comme aide-major, vous voyez, dans le premier bataillon de garde mobile d'un département qui s'appelait à l'époque la Loire inférieure. Alors, quelle était la situation de l'orthopédie en 1872 à ce moment-là? On retrouve ça dans le premier numéro de la revue d'orthopédie de 1890, sous la plume de Petit, qui n'était pas médecin d'ailleurs, et du moins en tous les cas pas chirurgien orthopédiste. Et les 3 maîtres mots de l'orthopédie en 1872, c'était prévenir, corriger et maintenir. Et vous voyez à droite la représentation des problèmes orthopédiques que l'on pouvait trouver. C'est un dessin qui est dû à Alexandre Verneuil, qui était parisien. À l'époque, l'orthopédie n'était pas une spécialité, mais par contre, certains chirurgiens, comme à Lyon, Amédée Bonnet, qui était le maître de Léopold Ollier, vous avez ici Amédée Bonnet et Léopold Ollier, s'étaient déjà spécialisés à 80-90% dans la chirurgie, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la chirurgie orthopédique, et également Alexandre Verneuil à Paris, il en était le même avec Alexandre Verneuil. Mais il faut savoir que l'orthopédie n'était pas en grand honneur en France, et on était très en arrière de ce que faisaient déjà nos collègues d'outre-Atlantique et nos collègues orthopédistes anglais ou allemands. Néanmoins, c'était quand même le début, c'était l'essor débutant des spécialités chirurgicales, et il y avait des discussions à l'Académie de médecine pour notamment développer ces différentes spécialités de chirurgie, et vous verrez que Kermisson était quelqu'un d'obstiné pour essayer de développer la chirurgie orthopédique, notamment pédiatrique. Alors, Édouard Kermisson, après la guerre de 70, après cette, je crois, il avait un caractère assez volcanique, et après s'être, je dirais, disputé entre guillemets avec ses maîtres nantais, est parti à Paris, et en 1873, il recommence pour être externe des hôpitaux de Paris. En 1974, il est interne, avec 4 patrons d'internat. À l'époque, les internes restaient un an. Alphonse Guérin, chez qui il apprend la méthode de Lister et notamment les pansements occlusifs. Chez Philippe Duillon, la lithotricie. Chez Photismos Panas, qui était ophtalmo, et d'ailleurs, Kermisson continuera à faire de l'ophtalmologie pendant toute sa vie. Il apprend, c'était son maître chéri, il apprend l'ophtalmo. Et enfin, chez Alexandre Verneuil, qui a été le premier à créer un service des contagieux, en séparant les malades
qui n'étaient pas contaminés par rapport aux malades contaminés. Et en 1879, Alexandre Verneuil lui donne son sujet de thèse qui était les opérations préliminaires en général. Alors, la carrière de Kermisson, c'est une carrière au service de la chirurgie. Ce titre, je le dois à Jacques Poileux, qui, dans une conférence d'une séance solennelle de l'Académie de chirurgie, avait décrit la carrière de Kermisson. En 1879, vous voyez qu'il est prosecteur d'anatomie, il est reçu premier à l'agrégation en chirurgie en 83, puis il est rapidement chef de service de l'hospice des enfants assistés. Alors, dans l'hospice des enfants assistés, il faut savoir que Kermisson, d'abord, il crée un service de rééducation, si je puis dire, qu'il appelle service de gymnastique, et puis surtout, il met en place un recueil, un classement des observations. C'était la seule façon de s'en sortir, de reconnaître les pathologies. Il faut savoir qu'il n'y avait pas de radio à l'époque, puisque la radio, c'est Röntgen, décembre 1895, avec les clichés en France, pratiquement les premiers clichés, c'est février 1896 à Lyon, Desto qui crée le premier service de radiologie en monde, en France, et Beckler, en 1897, un an après, développe aussi le premier service de radiologie à Paris. Donc, pas de radio, et il fallait, par l'observation clinique, essayer de reconnaître des pathologies, de les classer, etc. Donc, les praticiens de cette époque étaient de très fins cliniciens. En 1893, il est chef de service à Trousseau, puis on crée pour lui, enfin, c'était pas pour lui, c'était pour Odilon Redon, la clinique de chirurgie infantile hôpital des enfants malades. Odilon Redon faisait de la politique en plus de la chirurgie. Il était assez occupé, et donc il dit je ne laisse pas place à Kermisson, parce que moi j'aurais pas trop le temps de développer cette première clinique de chirurgie, et donc Kermisson en bénéficie, et il est le premier chirurgien des enfants malades, et son successeur sera Louis Ambrelan. Et enfin, en 1913, il est président du congrès de chirurgie. Donc vous voyez, c'était un homme qui était très investi dans la chirurgie. C'est intéressant de voir cette caricature de l'époque. Ici, vous avez Kermisson qui est au 3e rang, là, ici, avec le fouet, le jambe artificielle, qui était le symbole un peu de l'orthopédie et de son activité à l'époque. C'est assez amusant de voir cette caricature avec cette patiente, entre guillemets, qui est théoriquement sur une table de dissection, assez souriante, et puis la mort qui lui court derrière, le champagne, les appareils photo. Enfin, c'est assez amusant de voir ces caricatures de l'époque, qui étaient des caricatures qui étaient données par les laboratoires médicaux de l'époque. Alors, quelle était la journée de Kermisson? Kermisson, c'était un chirurgien, mais ce n'était pas un fou du bistouri. Donc, une intervention, peut-être deux, des fois dans la matinée, ça lui suffisait amplement. Par contre, il dictait un compte rendu opératoire immédiatement, qui était extrêmement précis, détaillé, méticuleux, qui entrait vraiment dans sa philosophie du classement des pathologies. Ensuite, suivait la grande visite avec les étudiants et les chirurgiens étrangers qui étaient là éventuellement, et avec un véritable enseignement au lit du malade. Et enfin, la matinée s'est terminée dans la salle de cours par sa leçon quotidienne. Et vous voyez Kermisson ici en train d'examiner un enfant. C'est aussi une caricature avec sa calotte typique, sa calotte en arrière de la tête, dite calotte à la zouave. Kermisson était également un passionné d'enseignement. Il a fait très nombreuses publications, il a fait 200, 300, et vous voyez que les publications à l'époque, c'était quand même extrêmement précis, et bon, il n'y avait pas de machine à écrire, donc on donnait un texte, il y a 2-3 textes ici dans les archives de l'Académie de chirurgie, il y en a également dans les archives de l'Académie de médecine, et vous voyez ici l'écriture de Kermisson, pas de rature, et là c'est une lettre à Farabeuf où il lui explique comment il va organiser le cours d'ostéologie. Donc il a écrit plusieurs ouvrages, le plus important c'est ce qu'on appelle le manuel d'idées 4 agrégé, donc Kermisson était chargé de faire la tête et le rachis. Ensuite, les maladies chirurgicales d'origine congénitale, les difformités acquises de l'appareil locomoteur, et enfin un principe de chirurgie infantile. Et vous voyez que ces livres étaient agrémentés, étant donné qu'il n'y avait pas de radio, de dessins extrêmement précis, et tous les scoliologues et tous les chirurgiens pédiatres se retrouveront dans cette gibbosité chez cette patiente penchée en avant, avec cette scoliose double majeure.
Alors, Curbisson va voyager aussi, et il fait de nombreux voyages, notamment chez Lister à Londres. C'était la mode d'aller chez Lister, qui était le chirurgien en vogue. Il va en Suisse, en Allemagne, et de ces voyages, il va faire des propositions au directeur de l'assistance publique de Paris, en lui disant qu'il faut absolument réformer l'organisation des services et les salles d'opération, avec 6 items qu'il développe dans cet écrit. Et je trouve qu'aujourd'hui, on retrouverait nos petits dans les réclamations de Curbisson. D'abord, il souhaite des salles d'opération de 2 types, pour des malades infectés ou non infectés, donc c'était quand même un grand progrès. Ensuite, des éclairages par le haut, pour pouvoir opérer, avec lavabo et l'armoire, il faut croire que ça manquait à cette époque. Il demande d'avoir beaucoup plus d'infirmières, et notamment, il faut qu'il y ait une responsable des infirmières qui est une cheptaine. Il demande la suppression des lits provisoires, il institue un labo photo puis radio, lorsque la radio sera développée, et enfin un service de rééducation. Il demande à son épouse de créer un service de rééducation ici pour les scoliotiques à Andaille, où il va 1 ou 2 fois rendre visite aux malades. Alors, Édouard Curbisson, l'orthopédie, sur le plan scientifique, il a développé, comme beaucoup, un certain nombre de pathologies, notamment il a décrit la surélévation congénitale de l'omoplate. Il a beaucoup travaillé sur les scolioses, sur le piémot varus-séquin, sur l'arthrodèse tibio-tarsienne, qui est réalisée avec un cours en ivoire. Les ostéotomies sont encore aériennes, et vous voyez ici l'ostéotomie de Curbisson, de façon à corriger l'adduction de la hanche, pour mettre la hanche en abduction et permettre au patient de marcher. Et puis notamment, il a démembré complètement les Coxsabara avec 8 ou 9 étiologies de la Coxsabara, et notamment, c'est lui qui a mis en évidence, uniquement sans radio, par des descriptions cliniques, l'épiphysiologie de la hanche, aiguë et chronique. Et il a même proposé à l'Académie de médecine dont il était membre de faire un traitement hormonal, parce qu'il avait remarqué que c'est des sujets un petit peu obèses, et il souhaitait de faire un traitement avec des extraits thyroïdiens. Il a décrit bien évidemment un certain nombre d'instruments. Moi j'en ai retenu 2, la rugine de Curbisson, qui est un peu même que la rugine d'Ollier, et puis ce crochet œsophagien pour aller chercher des pièces de 1 sou qui étaient bloquées dans l'œsophage des enfants. Il ne faut pas que c'était une pathologie assez fréquente à l'époque. Et puis voilà, le corset de Curbisson pour traiter les scolioses. Curbisson a été le promoteur de notre spécialité. Et sa première leçon aux enfants assistés était consacrée au mot orthopédie. Il faut savoir que le mot orthopédique avait été décrit par Nicolas Andry, qui n'était pas un individu bien sympathique. Rémi Colère a beaucoup travaillé sur Nicolas Andry. C'est un mot que l'on voulait supprimer. Il y a eu une grosse bataille entre les chirurgiens pour savoir ceux qui voulaient garder le mot orthopédie, ceux qui voulaient le supprimer. Notamment Louis Ambredane a été quelqu'un qui disait que finalement ce mot orthopédie n'avait pas beaucoup de sens. Voilà. Et finalement le mot orthopédie est resté, et l'arbotorse de Nicolas Andry est devenu le symbole de toutes les sociétés d'orthopédie de par le monde. Il a créé en 1890 la revue d'orthopédie. Il faut savoir qu'à l'époque il n'y avait pas de revue sur la pathologie orthopédique en France, alors que les Américains en avaient déjà, les Allemands aussi, depuis quelques années. Et cette revue d'orthopédie avait un comité de rédaction avec Alexandre Verneuil, qui a été son patron, Léopold Louis, Odilon Ladelon, qui lui avait laissé la place, qui était député, et puis Dubreuil. Et il y avait pas mal de chirurgiens étrangers dans le comité de rédaction de cette revue d'orthopédie. D'ailleurs ici, ce qui est un peu embêtant, finalement, si quelqu'un peut faire un don, la revue d'orthopédie commence en 1896, il manque les 5 premiers volumes, c'est un peu dommage, je trouve, à l'Académie de chirurgie. Alors, il s'est beaucoup investi dans la chirurgie, et c'est bien parce qu'il s'est beaucoup investi dans la chirurgie qu'il a toujours eu l'idée de créer une spécialité d'orthopédie. Le 8 octobre 1918, il va créer avec une vingtaine de collègues la Société française d'orthopédie. Pendant le congrès de chirurgie, il s'isole dans un amphi de la faculté de médecine à Paris durant le congrès. J'ai retrouvé cette photo qui est tout à fait intéressante et sympathique. C'est la photo du congrès de chirurgie à Lyon en 1834. Et il est tout... non, 1894, pardon, excusez-moi. 1894. Il est tout à fait intéressant de voir c'est Tillot ici, qui est le président du congrès de chirurgie. C'est la vieille faculté de médecine de Genève
société. Vous avez ici Louis-Léopold Ollier, et vous avez Kermisson qui est le troisième avec son chapeau et sa petite barbiche. Donc c'est une photo assez sympathique. Il n'y a pas beaucoup de photos du congrès de chirurgie à cette époque-là, et c'est bien sa position qui lui a permis de créer la société. Vous voyez ici la déclaration de l'association au journal officiel du 9 mars 1918, et la société était dans les beaux quartiers avenue de Breteuil à Paris. Vous avez ici l'extrait du journal officiel. Cette société française d'orthopédie, il en a été président pendant 4 ans. Comme vice-président, il y avait Broca et Dénussé, et puis surtout le secrétaire général était Norbert Josserand à Lyon. Vous avez ici, d'une part Kermisson et d'autre part Norbert Josserand. Enfin, en 1914, éclate la guerre, Kermisson est trop âgé pour partir à la guerre, il continue son activité, il va cesser son activité en 1918, il va se retrancher, retourner dans sa Bretagne natale, à Binic. D'ailleurs, il avait fait le diagnostic d'une tumeur cancéreuse, probablement, il voulait se faire opérer à Paris, il vient voir un de ses collègues à Paris qui lui dit, écoute, non, il reste comme ça, voilà, tu rentres chez toi et puis tu attends. Donc il a attendu que la mort arrive tranquillement, mais il revenait quand même régulièrement à Paris pour la revue d'orthopédie. Il avait un caractère bouillonnant, un peu emporté, mais par contre, ce qui contrastait, c'était une plume calme et réfléchie, comme vous le voyez par exemple dans ce texte qui relate l'annexation de la hanche dans la coptalgie. Donc voilà Kermisson avec les caricatures de l'époque, son côté bon enfant, son côté redresseur d'enfant, et ici cette caricature que vous avez vue. Et nous sommes heureux de pouvoir rendre hommage à ce grand chirurgien qui a créé la revue d'orthopédie et notre société d'orthopédie. Je vous remercie. S'il y a des questions. Merci encore de nous avoir instruit, les chirurgiens viscéraux, sur l'origine de la Société française d'orthopédie et sur l'ancien secrétaire général, on serait très heureux peut-être